Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie, la 11e capsule, je ne sais plus, j'ai perdu un peu le compte, mais on est en train on a parlé dernièrement des variables, du concept de constante, on a parlé des variables en tant que variables conceptuelles, en tant que variables opérationnelles ou opératoires, et d'autres choses à propos des variables. Et maintenant, nous allons parler des trois types d'affirmations ou de questions de recherche. Donc, et j'en ai déjà un peu parlé dans la dans la dernière capsule, mais je vais aller plus en profondeur dans celle-ci. Euh, L'idée ici, c'est que euh, on peut apprendre à reconnaître toute forme de recherche par rapport en termes de quel genre de recherche c'est. Et l'idée, c'est que quand on regarde l'ensemble de la psychologie, la recherche en psychologie, on se rend compte que dans le fond, une énorme partie de la recherche euh, a comme but de tester trois types d'affirmations. Elle a comme but de tester trois types d'affirmations, une de trois types d'affirmations. Euh, et c'est plus que la recherche en psychologie, c'est de la recherche dans plein d'autres domaines aussi qui est comme ça. Donc, il y a vraiment trois types d'affirmations vraiment qui préoccupent le plus les psychologues. Ça veut dire que les chercheurs en psychologie, ça veut dire que les chercheurs en psychologie cherchent à déterminer si ces affirmations-là sont vraies, une de ces trois types d'affirmations-là. Je rends ça plus compliqué que je le devrais, là. Je vais simplement rentrer dans la matière, puis vous allez comprendre tout ça. Donc, la majorité de la recherche en psychologie a comme but de tester une de ces trois types d'affirmations, ou parfois plus qu'une. Ça peut être deux ou trois. Mais donc, la première, c'est une affirmation de fréquence. Et donc, un exemple de ça, ça serait par exemple quelqu'un qui dirait il y a trop de jeunes qui textent au volant. Et là, un chercheur ou une chercheure pourrait tester cette affirmation-là en se demandant, bon ben, en faisant une recherche de fréquence, dans le fond, en se demandant quel est le pourcentage des adolescents ou des adultes qui textent au volant. Est-ce que c'est vrai qu'il y a trop de textage au volant? Bon, on pourrait faire l'argument, oui, s'il y a 1%, c'est déjà trop, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Mais c'est cette idée-là, qu'une affirmation de fréquence, elle a comme but d'exposer l'ampleur d'un phénomène. Donc, une recherche qui porte sur une affirmation de fréquence, elle a uniquement comme but d'exposer l'ampleur d'un phénomène, de montrer comment un phénomène est présent, important ou absent ou peu important. Donc, un bon exemple d'une recherche ayant porté sur une affirmation de fréquence, c'est une recherche qui aurait trouvé, par exemple, que 40% des adolescents rapportent texter au volant au moins une fois par semaine. Okay? Donc, c'est une affirmation de fréquence. Un autre exemple, par exemple, pour une information de fréquence, ça pourrait être, je sais pas moi, le montant moyen d'alcool consommé par mois chez les Canadiens est de X litres, par exemple. T'sais? Donc ça serait une autre affirmation de fréquence qui aurait été trouvée avec une recherche. Donc ça, c'est une première affirmation. Il y a beaucoup de recherches en psychologie qui tentent juste de mesurer les phénomènes et qu'on pourrait faire rentrer sous ce concept d'affirmation de fréquence. Vous allez voir la différence avec la deuxième, une affirmation d'association. Elle, ce qu'elle fait, c'est toute question de recherche ou toute affirmation qui porte sur deux variables au moins et la relation entre ces deux variables-là. Zut, variable devrait être LES, c'est LSE. Ça fait rien, je l'ai vu. Imaginez que ça dit LES à la place. Okay? Donc, toute recherche qui explore la relation entre deux variables, mais qui ne suggère pas la causalité entre ces deux variables-là. Donc, par exemple, vous lisez une recherche qui suggère que les célibataires mangeraient moins de légumes que les gens en couple. Et que plus longtemps on est en couple, plus on mange de légumes, par exemple. Bon, ce que cette recherche-là a fait, c'est qu'elle a mesuré chez différents couples, ça fait longtemps que vous êtes, ça fait combien de temps que vous êtes en couple. Okay? Puis elle l'a fait chez des célibataires aussi, êtes-vous célibataire ou non.
Puis elle a fait une échelle de combien longtemps tu es dans un couple. Puis ensuite, elle vous a demandé d'autres questions sur combien de légumes vous mangez. Puis elle a mis ça sur une échelle. Puis là, elle regarde, est-ce que les gens qui sont hauts sur l'échelle de couple, ça veut dire les gens que ça fait longtemps qu'ils sont en couple, ils sont aussi hauts sur l'échelle de consommation de légumes. Et est-ce que les gens qui sont bas sur l'échelle de couple, ils sont aussi bas sur l'échelle de consommation de légumes? Et donc, avec ça, ils trouvent une relation entre les deux. Ils disent, les célibataires ou les gens qui sont nouveaux en couple, nouvellement en couple, mangent moins de légumes que les gens qui sont en couple depuis longtemps, par exemple. Mais cette recherche-là ne fait qu'exposer une relation entre deux variables. Elle ne dit pas que le fait de manger beaucoup de légumes cause que vous soyez plus en couple, ce qui ne ferait aucun sens, et que le fait que vous soyez plus en couple cause que vous mangez plus de légumes, ce qui pourrait peut-être faire du sens, mais cette affirmation-là n'a pas démontré ça. Elle n'est pas prête à dire c'est quoi qui est quoi. Elle fait juste dire il y a une association entre les deux. Okay? Pourquoi elle n'est pas prête à dire qu'il y a une relation de causalité? Parce qu'elle n'a pas manipulé les variables, elle les a seulement mesurées. Elle a seulement mesuré votre niveau de je sais pas, de formation de couple. Êtes-vous célibataire, nouvellement en couple, moyennement ou ça fait longtemps? Puis elle a mesuré aussi votre niveau de consommation de légumes. C'est? Donc elle n'a rien manipulé. C'est pour ça qu'elle peut juste parler d'association entre les deux. Une affirmation de causalité, toutefois, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va un niveau plus loin qu'à l'association. Non seulement elle explore s'il y a une relation entre deux variables, mais en plus elle expose un lien causal entre une de ces variables-là et une autre variable. Okay? Par exemple, si vous lisez une étude qui suggère que prendre des cours de musique comparativement à prendre des cours de dessin augmenterait le quotient intellectuel de 12 points chez des enfants, par exemple. Je sais pas. T'sais? Ben là, on parle d'une étude qui fait une affirmation de causalité. Elle affirme qu'il y a un lien de causalité entre le fait de prendre des cours de musique comparativement à des cours de dessin. Toujours garder en tête que c'est toujours comparé à quoi. Et elle dit donc, elle affirme que prendre ces cours de musique-là cause une augmentation dans le quotient intellectuel. Pourquoi? Fort probablement parce qu'une étude comme ça aurait manipulé la variable musique, elle aurait mis des gens dans le groupe où ils prennent des cours de musique, elle aurait mis des gens dans les groupes où ils ne prennent pas des cours de musique, ils prennent des cours de dessin à la place. Et là, elle aurait vu un changement par rapport à ça. Donc, elle aurait manipulé, elle serait allée un niveau plus haut que l'affirmation d'association qui, elle, n'avait pas manipulé les gens à manger plus ou moins de légumes ou manipulé les gens à être dans plus ou moins un couple qui dure longtemps, par exemple. Donc, ça, c'est les trois types d'affirmations. Fréquence, association, causalité. Et mon argument, c'est que la vaste majorité du temps, quand vous allez être exposé à de l'information psychologique, je veux dire, par ça, je veux dire des résultats d'une étude que vous allez lire ou quelque chose comme ça, dans un journal, dans un reportage, peu importe. Si vous creusez assez loin, vous allez remarquer qu'à la base, la recherche tombe dans une de ces trois catégories-là. Soit on veut savoir comment présent est un certain phénomène, ou on veut savoir s'il y a un lien entre deux phénomènes ou deux variables, ou on veut savoir s'il y a un lien causal entre deux variables. Et évidemment, les méthodes de recherche et les critères pour savoir qu'est-ce qui est une bonne recherche varient en fonction de l'affirmation qui est faite. Okay? Si vous faites une affirmation de fréquence, vous devez faire un certain type de recherche. Et si vous faites une affirmation de causalité ou d'association, vous devez en faire un autre type spécifique. Et ce qui passe pour des bonnes preuves pour de l'affirmation d'association ne passe pas pour des bonnes preuves pour de l'affirmation de causalité. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui est une bonne étude de causalité, qu'est-ce qui est une bonne étude d'association et qu'est-ce qui est une bonne étude de fréquence. On va voir ça dans le cadre du cours. OK, alors rentrons un peu plus en détail dans la première catégorie, l'affirmation de fréquence. Alors typiquement, elle va décrire genre un taux ou un pourcentage d'une variable, d'une seule variable, typiquement. Comme par exemple, 15% des Canadiens entre 25 et 50 ans sont des fumeurs. Une étude sur le tabagisme, par exemple. Okay? Typiquement, c'est ça, on parle de pourcentage, on parle d'un taux.
parce qu'on a comme but de déterminer comment ample est un phénomène, ce qui est très présent, ce qui est peu présent dans la population. Donc ces affirmations ont comme objectif de qualifier la fréquence ou l'occurrence d'un phénomène. Et on les reconnaît typiquement parce qu'elles concernent une seule variable à la fois. T'sais, on va donner de l'information sur le tabagisme, ou bien sur le texting au volant, ou bien sur le diagnostic de schizophrénie, ou quelque chose d'autre. Puis ces variables-là sont toujours mesurées uniquement, jamais manipulées. Et ces types de recherches-là, même si on vous parle, comme on peut vous parler dans un rapport, par exemple, dans une étude qui a porté sur une affirmation de fréquence, on pourrait avoir mesuré plusieurs choses, comme le tabagisme, l'alcoolisme et, je sais pas moi, les comportements sexuels à risque et la prise de drogue non légale, illégale. Okay? On pourrait avoir ces 4 variables-là. On cherche quelle est la fréquence d'utilisation ou de consommation pour ces 4 variables-là. Puis on pourrait vous présenter ces 4 variables-là. Chacune aurait une partie du rapport. Mais dans ce type de rapport-là qui porte sur cette affirmation de fréquence-là, techniquement, on n'essaierait pas de dresser de lien entre ces 4 variables-là. On ne regarderait pas la relation entre ces 4-là. Chacune serait comme un mini-rapport en elle-même. Elles sont indépendantes les unes des autres. Parce que sinon, on tombe dans l'autre forme d'affirmation, qui est l'affirmation d'association, qui là serait de se demander, est-ce qu'il y a une corrélation ou un lien entre entre votre niveau de consommation d'alcool et votre niveau de comportement sexuel à risque, par exemple. Ça serait un autre type d'affirmation, pas l'affirmation de fréquence. Donc, une affirmation de fréquence peut s'intéresser à un paquet de variables, mais chacune des variables est indépendante l'une de l'autre. Et le rapport n'a pas comme but de montrer qu'il existe un lien entre elles. Hein? Pour une affirmation d'association, ben là, une affirmation d'association est fondée sur le principe qu'un niveau d'une variable A est associé à un autre niveau d'une autre variable B. Ça veut dire que plus la première variable A monte, plus la deuxième variable B soit monte ou descend. C'est donc que les deux variables sont reliées, qu'il y a un lien entre les deux. Et puis on va voir qu'il y a différentes possibilités pour qualifier ce lien-là. On dit que les variables sont corrélées, sont reliées, sont associées, ou bien qu'elles covarient. Okay? Tout ça, pour nous, va être la même chose. D'ailleurs, l'affirmation d'association, ça se peut que des fois, je l'appelle l'affirmation de corrélation, l'affirmation de relation, okay? L'affirmation d'association que j'ai ici. Donc, tout ça, ça veut dire la même chose. Autrement dit, lorsqu'une variable change, l'autre change aussi, et d'une manière qu'on peut prédire. Okay? Donc ça, c'est une affirmation d'association, qu'on n'avait pas tantôt avec les affirmations de fréquence, parce qu'on s'intéressait à des variables de manière indépendante l'une de l'autre. Ben là, ici, on s'intéresse au lien entre les deux. Et donc ça présuppose que comparativement à une affirmation de fréquence où on pourrait faire une étude simplement sur une variable, l'affirmation d'association a nécessairement au minimum 2 variables. Parce qu'on s'intéresse au lien entre des variables, donc ça prend 2 personnes, ou pas 2 personnes plutôt, ça prend 2 variables pour qu'il y ait un lien. Et donc il n'y a pas de manipulation ici, il y a juste de la mesure, mais on mesure plus d'une variable et on s'intéresse au lien. Qu'est-ce qui arrive à l'une quand l'autre descend ou monte, par exemple. Et lorsque vous rencontrez une étude qui a fait ça, et on en verra des exemples dans le futur d'études corrélationnelles, ben justement, lorsque vous rencontrez une étude comme ça, on parle d'une étude corrélationnelle ou corrélatoire. Donc si je vous parle d'une étude corrélatoire, vous devriez savoir que c'est une étude dans laquelle il y avait au moins 2 variables, et ce à quoi on s'intéressait, c'était le lien entre 2 variables, mais pas le lien causal, parce qu'on ne faisait que mesurer et on ne faisait pas manipuler. Donc, vous savez probablement déjà ça, mais ce type d'étude-là démontre une de 3 types de corrélations ou de liens ou de relations entre 2 variables. Et on va voir chacun ici. Alors, la première possibilité, c'est qu'il existe une corrélation positive entre 2 variables. Hein? Et c'est ce qu'on peut voir ici. Où est ma souris? Ici sur le tableau. Donc, sur l'axe des X en bas, vous avez
En fait, je devrais parler du contexte de l'étude, là. Imaginons cette affirmation qui, je crois, provient d'une étude, une vraie étude, qui a démontré en réalité cette affirmation-là. Les couples qui expriment plus de gratitude ont plus de chances de rester ensemble, comparativement aux couples qui expriment moins de gratitude. Okay? Donc, plus vous exprimez de la gratitude dans votre couple, plus vous avez de chances de rester ensemble, plus vous durez en tant que couple. Donc ça, c'est une corrélation positive. Donc ici, sur l'axe des X, vous avez le montant de gratitude exprimé. Imaginez qu'on pourrait mesurer ça. On pourrait compter, on pourrait enregistrer un couple pendant toute une semaine, puis noter combien de fois dans la semaine le couple utilise les mots merci, ou c'est gentil, ou t'es fin de faire ça, ou t'es gentil, par exemple, qui exprimerait le montant de gratitude, le nombre de fois qui se remercie dans le fond. Puis ici, mais la durée du couple, c'est facile. On a juste à voir ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, par exemple. Tu sais, on va leur demander. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un genre de lien, il y a un lien positif. Ça veut dire que si on faisait passer une droite dans ce nuage de points-là, on verrait peut-être quelque chose qui passerait comme ça. Tu sais? Donc c'est une droite. En passant, chaque point est une personne, dans ce cas-ci, un couple qu'on a mesuré. Donc ici, on a un couple qui, je ne sais pas, sur notre échelle de gratitude, a eu le score de 10 et que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Ici, on a un couple qui a un score de 15 sur notre échelle de gratitude et ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, à peu près. Ici, on a un couple que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et ils ont un score de peut-être 1 sur l'échelle de gratitude. T'sais? Et donc, tout ça, c'est des couples. Chaque point est un couple ici. Et donc, cette étude-là suggère une corrélation positive. Plus vous exprimez de la gratitude, plus ça fait longtemps que vous êtes en couple. Donc, deux choses à propos de ça. Premièrement, une corrélation positive, ce qu'on veut dire par ça, positive ne veut pas dire bien ou agréable ou genre positif dans le sens yeah du terme. T'sais. Positif ici veut uniquement dire que quand une variable augmente, l'autre augmente aussi. Ou bien, l'inverse, que quand une variable diminue, l'autre diminue aussi. C'est juste ça que ça veut dire. Ça veut dire que les deux variables vont dans le même sens positif. Que quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. Et c'est ce qu'on a ici. Plus on a mesuré qu'un couple exprime la gratitude, plus le couple durait longtemps. Ou plus on est allé vers des couples que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, plus on a remarqué qu'ils exprimaient plus leur gratitude. Donc, ça, c'est une corrélation positive. Plus l'une augmente, plus l'autre augmente. Ou bien, c'est nécessairement vrai, plus l'une descend, plus l'autre descend. C'est pas positif dans le sens que c'est bon. Parce qu'une autre corrélation positive entre deux variables pourrait être plus vous êtes victime de bullying sur l'Internet, plus vous avez de risques de vous suicider. C'est une corrélation positive. Or, il n'y a rien de positif là-dedans, dans le sens qu'il n'y a rien de bien ou d'agréable. L'intention de se suicider n'est pas agréable et le bullying n'est pas agréable. Mais c'est positif parce que plus l'une monte, plus l'autre monte aussi. Ou bien plus l'une descend, plus l'autre descend. Donc, que les deux variables aillent dans le même sens. Okay? Donc ici, plus il y a de gratitude qui est exprimée, plus les gens ont de la durée. Moins il y a de gratitude, plus la durée du couple est courte. Ce qui veut dire la même chose, right? Ces deux phrases-là veulent dire la même chose. Et donc, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter des corrélations sous la forme d'un diagramme à points ou d'un nuage de points, qui est exactement ce qu'on voit ici. Et avec une variable sur l'axe des X, l'autre sur l'axe des Y, et chaque point qui représente un participant dans l'étude, typiquement. Mais ici, c'est pas un participant, là, ici, c'est un couple. Donc, chaque point représente une mesure sur les deux variables. Comme ce point-là, c'est un couple qui a été mesuré autant sur le montant de gratitude que sur la durée du couple. OK? Donc, ça, c'est le cas d'une corrélation positive. Et remarquez, encore une fois, même si on a une corrélation positive ici, l'étude n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose à propos d'exprimer sa gratitude qui fait que les couples durent plus longtemps, ou bien qu'il y a quelque chose à propos d'être plus longtemps en couple qui fait qu'on exprime plus notre gratitude.
Donc, ils ne sont pas en train de dire qu'il y a un lien causal entre les deux. Ils sont juste en train de dire qu'il y a une relation entre les deux. That's it, that's all. Une corrélation négative est l'inverse. Alors ici, on a un exemple de corrélation négative. Les gens qui sont plus actifs sur les médias sociaux sont moins aptes à détecter les émotions des autres. Celle-là, je pense que je l'ai inventée, là, c'est pas vrai. Ne vous en faites pas si vous passez des heures sur Twitter, Instagram et Facebook et compagnie. Là. Ben, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça ne va pas diminuer votre capacité à détecter les émotions chez les autres. Mais donc, j'ai inventé ça parce que c'est un exemple parfait d'une corrélation négative. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le montant de temps passé sur les médias sociaux, disons le nombre d'heures par jour. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et ici, on a la capacité à détecter les émotions d'autrui. Ça devrait être des apostrophes, mais c'est trop tard pour le changer. Sur une échelle qui va de 0 à 70, par exemple. 0 pourri, 70 excellent. Et ce qu'on voit, c'est que si on devait tracer une droite à travers le nuage de points, on la tracerait peut-être à peu près comme ça. Là. Hein? Donc, on voit une pente qui descend vers le bas, alors que tantôt, c'était positif, ça montait vers le haut, de gauche à droite. Ici, maintenant, ça descend de gauche à droite, vers le bas. Ce qui veut dire que plus on augmente sur la variable montant de temps passé sur les médias sociaux, plus on diminue sur la variable détecter les émotions d'autrui. Ou, plus on augmente sur la variable détecter les émotions d'autrui, plus on diminue sur... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Plus je me trompe. Ouais. Plus on augmente sur la capacité à détecter les émotions d'autrui, plus on diminue sur le montant de temps passé sur les médias sociaux. Et la preuve, il y a juste 2 personnes qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux puis qui sont à 20 sur 70 à peu près. Là. Alors qu'il y a plein de gens qui sont plus hauts, comme entre 50 et 70, et qui passent peu de temps. Okay? Donc, si on parle d'une corrélation négative, encore une fois, négative ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que les deux variables vont dans le sens inverse. Plus l'une augmente, plus l'autre diminue. Disons, plus la première augmente, plus la deuxième descend, ou l'inverse. Plus la deuxième augmente, plus la première descend. C'est nécessairement le cas. Et donc, elles ne vont pas dans la même direction, ce qui fait que la relation est négative. Donc, négative n'est pas nécessairement mauvais. Voici une corrélation négative entre 2 variables. Plus vous passez du temps à faire de l'exercice, plus vous perdez du poids. Si vous avez parti, évidemment, d'une situation où vous aviez une surcharge de poids, par exemple. Okay? Donc, il n'y a rien de négatif à propos de perdre du poids chez quelqu'un qui a besoin d'en perdre, mais c'est quand même une relation négative. Pourquoi? Parce que plus tu fais l'exercice, non, c'est pas vrai, mon Dieu. Qu'est-ce que je dis? Ben oui, dépendant comment je dis. Le montant d'activité physique et le poids sur une balance. Par exemple, si vous devez perdre du poids, plus vous faites d'activité physique, moins vous pesez. Okay? C'est bien, mais c'est négatif comme relation. Okay? Donc, on ne parle pas ici d'un jugement de valeur. Okay? On parle uniquement, c'est la pente qui est négative dans le fond. C'est le fait que ça s'en va dans cette direction-là, de gauche à droite. Alors que tantôt, c'était positif parce que de gauche à droite, ça montait. Et l'autre possibilité, en fait, l'autre possibilité est aucune relation. Aucune corrélation. Donc, l'affirmation « l'heure à laquelle un enfant soupe n'est pas reliée au taux d'obésité infantile » est un exemple de corrélation nulle. Donc, on s'est demandé, on a marqué qu'il y a des enfants qui étaient plus... qui étaient obèses, qui avaient plus de problèmes de poids que d'autres. Et on s'est demandé, est-ce que ça pourrait avoir rapport à l'heure du souper? Est-ce que les enfants qui soupent plus tard, est-ce que plus tu soupes tard, plus tu as de chances d'avoir du poids en trop quand tu es un enfant? Et une recherche là-dessus suggère qu'il n'y a pas de relation. Donc, on le voit dans le nuage de points ici comme une absence totale de relation. Ici, tu as la première variable, heure de souper, la deuxième, niveau d'obésité. Je n'ai pas mis les gradations, là, mais ici, ça serait comme par exemple souper à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures,
Bon, si vous avez 10 ans puis vos parents vous font souper à 11 heures la semaine, il y a peut-être d'autres problèmes là, que l'obésité. Des problèmes de gestion familiale, disons. Ici, tu as un niveau d'obésité qui irait de aucune obésité jusqu'à l'obésité morbide en haut, par exemple. Et ce que vous voyez, c'est que peu importe que vous soupiez tôt, imaginons quelqu'un ici qui soupe tôt, ben, il y a des gens qui soupent tôt et qui sont peu obèses, des gens qui soupent tôt et qui sont moyennement obèses, des gens qui soupent tôt et qui sont très obèses. Il y a des gens qui soupent plus tard ici, qui sont peu, qui sont moyennement, qui sont très. Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Le nuage est un peu partout. Quand vous voyez un nuage comme ça, qui n'a pas vraiment de direction, soit de même ou bien de l'inverse, de même, c'est comme un genre de blob, un genre de nuage assez rond, si on veut, là, ou qui ressemble à un carré, qu'on pourrait mettre à l'intérieur d'un carré pas mal, là, tu sais. Aucune relation. Donc ici, c'est ça. Si on avait adressé une ligne à travers le nuage, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait la moyenne de l'obésité ici à peu près, là, en plein la moyenne. Puis on ferait ça de même. Simplement une ligne droite, comme ça. Comme ça. Donc elle n'aurait pas de pente de même ou de même. Elle irait simplement en ligne droite, comme ça. Okay? Pour autant que je peux tracer une ligne droite. Maintenant. Donc ça, c'est 3 types de corrélation. Ben, en fait, uniquement 2 types, positive et négative. Et la troisième possibilité, c'est que votre recherche de relation ou de lien entre 2 variables ne trouve aucune relation ou aucun lien entre 2 variables. On va maintenant parler du fait que si vous trouvez une corrélation entre 2 variables, vous pouvez utiliser cette corrélation pour faire de la prédiction.